Hello. Après les 5 victimes de la vidéo précédente, je vous propose 4 criminels et Vierzon. C'est parti. Le personnage principal de notre histoire est Mathieu. Mathieu Oquet est un jeune homme de 22 ans qui est originaire de Nancy. Depuis 2 ans, il s'est installé à Vierzon, vit en couple et mène une existence tranquille. C'est une personne discrète, polie, appréciée de tous. Il a un emploi de responsable dans un fast-food, le Pac-Man, et tout se passe bien. Le souci, c'est que dans mes vidéos, quand je vous explique que c'est quelqu'un sans histoire, vous savez qu'il va lui arriver 2 sales histoires. Mathieu a une petite routine habituelle. Quand il sort du travail, il part récupérer son chien, qui est un collet, qui s'appelle Indy, et l'emmène dans le jardin de l'abbaye, qui est un jardin près de la mairie, un jardin public, et ils font leur promenade ensemble. Le 12 juillet 1999, Mathieu ferme donc le Pac-Man et se rend avec son meilleur ami à 4 pattes dans le jardin de l'abbaye. Mais la suite de sa soirée est un mystère puisque Mathieu ne rentrera pas chez lui. Le lendemain de la disparition, un éleveur de chevaux se promène avec ses animaux le long d'un chemin. Ce chemin, c'est le chemin de la Binauderie qui se trouve à peu près à 10 minutes en voiture de Vierzon, du centre-ville. Et alors qu'il y passe, il trouve un corps particulièrement abîmé dans le fossé. Il appelle la police et on détecte qu'il s'agit de Mathieu. L'affaire commence donc. L'autopsie de Mathieu est réalisée rapidement après sa mort et on constate que pour le moins, ce n'est pas une mort naturelle. Clairement pas en fait. Mathieu a été frappé. Le mot n'est pas assez fort, il a été fracassé à ce niveau-là. On constate près d'une vingtaine d'hématomes sur tout son corps. On a des marques de coups portés par des pierres, par des bâtons, par un objet qui pourrait être une matraque ou quelque chose de télescopique, enfin un objet en tout cas. Et il a été maintenu pendant qu'on lui portait ses coups. Son visage est tuméfié et sa boîte crânienne est enfoncée. On lui a porté un très gros coup derrière la tête qui est la cause de la mort et on sait qu'il a agonisé pendant à peu près 10 minutes avant de décéder. C'est donc ainsi qu'il est mort seul dans ce fossé en pleine nuit. L'enquête pour meurtre est donc ouverte et on va confier ce dossier à la section de recherche de la police judiciaire d'Orléans. On l'appellera la SRPJ pour faire plus simple. En plus de l'autopsie, on réalise les investigations désormais classiques. On va se rendre sur place, essayer de relever des empreintes, de l'ADN, on va interroger la famille, les proches, de potentiels témoins, voilà, on ratisse un peu tout. On analyse aussi les données téléphoniques et bancaires de la victime, on ne laisse rien au hasard. C'est donc comme ça que la SRPJ fouille dans le jardin de l'abbaye, le dernier endroit où on a vu Mathieu en vie. Sur place, elle va retrouver son téléphone, on avait déjà des téléphones, oui, son briquet et ses cigarettes, mais c'est tout. Pas d'ADN en particulier. Dans la vie de Mathieu, c'est pareil, on n'a pas d'événements inhabituels, on n'a pas de coups de téléphone étranges, de messages laissés, on n'a pas de retrait bancaire, rien. Pour résumer, la SRPJ a un cadavre sur les bras, mais rien pour essayer de trouver les causes de la mort, en tout cas de savoir qui est passé à l'acte. Pour ne pas rester sans piste, elle va lancer un appel à témoins qui va donner quelques premières pistes. Rapidement après cet appel à témoins, on a des appels qui arrivent à la SRPJ et 2 vont retenir leur attention. Le premier témoin explique que ce soir-là, il rejoignait sa voiture quand il est passé près du jardin de l'abbaye et qu'il a croisé donc un homme qui ressemble à Mathieu. Cet homme sortait du jardin de façon pressée et était suivi de 2 autres hommes. Le deuxième témoin, lui, était en voiture et au moment où il passe près du jardin de l'abbaye, il pile parce que un chien déboule à toute vitesse avec sa laisse encore au cou. Un chien donc qui semble s'enfuir. Et derrière, il semble apercevoir 2 hommes qui en poussent, en forcent un peu un troisième à les suivre. À cette heure-là, ça peut potentiellement être 2 amis qui aident leurs copains un peu éméchés à avancer, donc ils n'appellent pas la police tout de suite. Mais pour les enquêteurs, c'est désormais clair, on a un enlèvement de Mathieu. Bon, de toute façon, on comprenait mal comment il avait pu passer du jardin de l'abbaye au chemin où il a été retrouvé, tout seul sans sa voiture. Mais au moins, on a la confirmation que plusieurs personnes sont passées à l'acte. Et ça confirme aussi l'autopsie, puisque il a été tenu pendant qu'il était frappé, donc nécessairement il fallait au moins 2 personnes, ou alors une personne vachement balèze.
On cherche donc à minima 2 auteurs de l'infraction et on continue un petit peu les investigations. Les enquêteurs vont se pencher sur plusieurs mobiles probables pour essayer de voir si ça colle et si on arrive à avancer ces pistes-là. La première idée, c'est celle de l'homophobie. Aujourd'hui, en 2025, heureusement, on a de moins en moins d'infractions liées à l'homophobie, qui est une infraction en tant que telle, et heureusement, mais il y en a encore. Eh bien, imaginez, à la fin des années 90, début des années 2000, on en avait encore énormément. À cette époque, la mentalité sur l'homosexualité n'était pas la même et les hommes étaient souvent contraints de se cacher, de cacher leurs relations pour éviter d'être violentés. Mathieu, lui, il avait fait le choix de s'assumer pleinement. Il était en relation depuis quelque temps avec un homme, ça se passait très bien, et il ne le cachait pas, c'était notoire à Vierzon. Ce mobile, c'est donc une possibilité, surtout quand on sait que le jardin de l'abbaye, aux heures, donc vers 23h, minuit, aux heures où Mathieu y est passé, c'était un peu un point de rassemblement. Parce que comme les gens se cachaient, il y avait quand même des endroits où les communautés, les minorités se rassemblaient. Et bien là, c'en était un, et donc on pourrait se dire qu'il était là un jour au mauvais endroit finalement. Les enquêteurs vont donc creuser cette piste, mais ils n'arrivent pas à trouver un élément qui puisse venir la corroborer. On n'a pas de menaces ou d'insultes homophobes qui soient exercées à l'encontre de Mathieu, ou même que la famille aurait entendu, on n'a rien. Alors les enquêteurs s'intéressent au lieu où on l'a retrouvé, parce que ça peut aussi être une indication finalement. Là-bas, quand on ne retrouve pas des cadavres, on retrouve des cadavres de bouteilles d'alcool, de bière, des seringues. En fait, c'est un lieu où les personnes viennent se droguer. Donc on se demande si, d'une façon ou d'une autre, Mathieu n'est pas lié à la drogue, s'il n'y a pas un règlement de compte, quelque chose. Mais rien n'y fait, on ne trouve aucune piste, aucun commencement de preuve même. Mathieu était un homme sans histoire, un vrai de vrai. Parce que d'habitude, on a les hommes sans histoire, mais quand on creuse, on trouve des choses. Lui, rien. C'était quelqu'un de vraiment installé dans la vie, apprécié de tous, de ses collègues. Aucune histoire. En juin 2000, la SRPJ organise une reconstitution au jardin de l'abbaye en faisant venir les 2 témoins dont je vous ai parlé avant pour essayer de confirmer comment ça s'est passé, ce qu'ils ont vu, et essayer de voir s'ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles idées. Mais ça ne donne rien. Début des années 2000, l'enquête est au point mort. Tout le monde se creuse les méninges, mais rien ne vient. La famille de Mathieu, son père Serge notamment, ne veulent pas abandonner. Serge a promis à son fils qu'il obtiendrait la vérité à tout prix. Et cette promesse, il veut la tenir. En février 2001, il décide de placarder des affiches pour parler de son fils un peu partout dans la région, en mettant une prime à la clé pour essayer d'obtenir de nouveaux témoignages. Et en septembre 2001, la SRPJ d'Orléans passe le relais à une cellule spécialisée de la gendarmerie qui est composée de 7 enquêteurs qui sont spécialement dédiés à cette affaire. On met quand même les moyens, on met le paquet pour essayer de trouver quelque chose. Les gendarmes reprennent cette affaire au début, mais se heurtent rapidement aux mêmes difficultés que leurs collègues, à savoir le fait que il n'y a rien dans ce dossier. Ils doivent donc bien admettre qu'ils sont dans une impasse. À moins qu'un jour quelqu'un fasse des confidences sur ce qui s'est passé cette nuit-là, qu'un témoin ou que quelqu'un en prison ne se mette à parler, l'affaire restera en l'état. C'est le constat que les gendarmes font. En avril 2005, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, puisqu'il n'y a aucun élément qui puisse permettre de continuer cette instruction. Mais Serge n'abandonne pas et il va créer un site internet spécialement dédié à son fils, à son affaire, en espérant recueillir des témoignages. Mais rien jusqu'au 8 août 2013. Ce jour-là, une jeune femme se présente au commissariat parce qu'elle a décidé de parler. Elle veut se libérer d'un secret qu'elle garde depuis un peu trop longtemps à son goût. Elle explique que son petit ami de l'époque lui avait fait une blague un peu douteuse. Alors quand on est en couple, vous savez, souvent on se fait les blagues un peu nulles de tu m'aimerais toujours si je pesais 300 kilos, si je devenais un ver de terre, si j'avais 3 bras, voilà. Et son petit ami, il a une version un petit peu différente. Pour lui, ça ressemble plus à « Dis chérie, tu m'aimerais toujours si j'avais tué quelqu'un pour lui voler de l'argent ? Et tu serais prête à fuir avec moi ?» Cette jeune femme, elle a pris cette proposition vraiment pour une blague, puis elle est passée à autre chose. Sauf qu'un jour, un ami de son petit ami est venu la menacer en lui disant de surtout se taire. Donc elle commence à se dire que c'était peut-être pas une blague finalement. Enfin, on a une piste, un début de quelque chose. Et donc les enquêteurs vont se pencher là-dessus. Ça va prendre beaucoup de temps, les soupçons vont être confirmés en 2017.
avec un appel anonyme d'un témoin. La personne au bout du fil explique que Mathieu a été enlevé pour qu'il donne les codes d'accès et le coffre en fait du Pac-Man où il travaillait. Il a été kidnappé par 4 personnes et l'appelant anonyme donne le nom de ces personnes. En avril 2018, Cyril est interpellé à Bayonne. Cyril, il n'est pas complètement inconnu des services de police. Il avait été auditionné dans cette affaire précisément en 2002 parce que son téléphone avait borné à proximité des lieux. Sauf que on n'avait pas trouvé d'éléments supplémentaires, il devait avoir un bon alibi et donc on n'a pas creusé davantage. Mais cette fois-ci, quand on le place en garde à vue, on sait que son nom a été cité, avec 3 autres personnes. Et le temps a passé et il craque. Alors il explique. Cyril connaissait les 3 autres personnes. Il raconte qu'il s'agit de Samir, de Bouchaïb qu'on surnomme le barbare, et de Driss. Les 3 comparses ont demandé ce jour-là à Cyril de les amener en voiture à un endroit, au jardin de l'abbaye. Ils lui ont juste expliqué « on va se faire le Pac-Man ». Ils ont prévu donc d'enlever le jeune homme qui est le responsable, Mathieu donc, pour voler les codes et pouvoir vider la caisse. Cyril explique qu'il se sent pris au piège à ce moment-là et qu'il obéit. Il sert donc de chauffeur pendant que Mathieu est kidnappé, emmené dans la voiture et amené au chemin où il sera retrouvé. Arrivé au pied d'un arbre sur le chemin, Cyril voit ses amis prendre en charge Mathieu, commencer à le tabasser avec tout ce qu'il trouve, mais Mathieu ne donne pas les codes. Cyril prend la décision courageuse de s'enfuir lâchement et de ne pas donner l'alerte, bien sûr, laissant Mathieu à son sort. À ce moment-là, il ne veut pas être mêlé à ça, il ne veut pas être complice. Manque de bol, il l'est déjà juridiquement. Les 3 autres suspects vont être aussi placés en garde à vue et ils vont nier catégoriquement leur implication. Mais les enquêteurs les connaissent bien et ils ne sont pas dupes. Le barbare est connu pour des faits de violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et il a donc purgé une peine de 7 ans d'emprisonnement pour ces faits qui se sont produits seulement 6 mois après la mort de Mathieu. Les 2 autres sont aussi connus pour violence avec arme, ils cumulent à eux deux 16 condamnations, c'est pas des débutants. En plus de ça, on se rend compte que le barbare, c'est le fameux petit ami dont la femme parlait en 2013, celle qui a témoigné, et son ami menaçant, c'est Samir. Et tout ce petit monde a étrangement coupé les ponts après l'affaire de Mathieu. Ils ont arrêté de se parler. Le puzzle est donc complet, malgré les négations de 3 sur les 4 suspects, et c'est ainsi que va s'ouvrir un procès. Dans l'attente, ils sont placés en détention provisoire, et Cyril expliquera qu'il a reçu des menaces, des pressions, pour changer sa version. Mais il reste fidèle à ses aveux et tous sont présentés à la cour d'assises du Cher pour des faits d'enlèvement et de séquestration suivis de mort. En avril 2021, la sanction tombe. Cyril est condamné à 12 ans de réclusion criminelle, Samir à 18 ans et les 2 autres à 20 ans. Cyril accepte sa peine immédiatement. Mais les 3 autres font appel. C'est donc comme ça que la cour d'assises d'appel de la Nièvre est saisie, et elle va rendre une décision en 2022 qui va alléger les peines prononcées en première instance. Samir prend 14 ans, Driss 16, et Bouchaïb le barbare prend 18 ans. Mais cette affaire n'est pas finie puisque Driss, qui a donc été condamné à 16 ans, s'est pourvu en cassation. La cassation, c'est le dernier niveau de jugement. Mais à la différence de l'appel, donc qui est le 2e niveau, on ne juge pas de la même façon. En résumé, quand on fait appel, on demande à la cour de rejuger en fait. On lui donne le même dossier, les mêmes faits, et on lui dit « rejugez, redonnez votre avis ». Ça, c'est l'appel. La cassation, c'est différent puisqu'on demande à la cour de statuer en droit. Et donc il y a un filtre qui est effectué, on ne va pas reparler des faits en tant que tels, mais on va regarder si la cour d'appel a appliqué correctement les textes, si elle a appliqué les bons textes, si elle les a bien compris. C'est donc une procédure à part, la cassation. Il y a un premier filtre qui permet d'éliminer les affaires qui ne correspondent pas à l'essence même de la cour de cassation, c'est-à-dire le fait de juger en droit et non pas en fait. Il faudra donc attendre que la cour de cassation se prononce déjà pour savoir si le pourvoi en cassation est recevable, s'il passe le filtre, et ensuite quelle est la position de la Cour aux questions juridiques qui ont été posées. J'ai pas trouvé pour l'instant les questions, la motivation de cette cassation. Ça sera public, ça sera publié à un moment, on aura plus d'infos. Mais en attendant, il faut attendre. En tout cas, Serge a tenu la promesse faite à son fils. Il a obtenu la vérité.
Parce que même si on a des négations, même si il n'y a que Cyril qui a reconnu, finalement quelqu'un a fini par reconnaître. Serge sait donc désormais pourquoi son fils a été enlevé et tué, et c'est tout ce qu'il attendait. Et c'est tout pour cette affaire, je ne sais pas si vous la connaissiez. Comme d'hab, dites-moi en commentaire si vous la connaissiez, vos avis. Alors personnellement, j'ai une idée sur l'appel anonyme. Pour moi c'est Cyril, ça me semble évident. Vu comme il a réagi en garde à vue, je pense que le poids de la culpabilité était trop fort et qu'à un moment il a fini par craquer. Peut-être qu'il sentait qu'on se rapprochait de lui au fur et à mesure et qu'il a préféré dire la vérité plutôt que d'attendre de se faire attraper. Et voilà, c'est peut-être son geste d'honnêteté, si on peut appeler ça de l'honnêteté. Moi je pense que c'est lui, parce que autant de détails, déjà connaître les 4 noms, parce que mine de rien, tout le monde n'avait pas cette information. La petite amie potentiellement l'avait, mais elle aurait parlé avant. Ça me semble peu probable que ça soit elle. Les autres ont continué de nier, donc je vois pas pourquoi ils se seraient dénoncés. Donc à part, voilà, une confidence faite peut-être à un compagnon de vie, quelque chose, je vois que Cyril qui aurait fini par se dénoncer et dénoncer les autres. Dites-moi si vous avez d'autres théories, ce qui vous vient par rapport à cette affaire. Je vais vous lire en commentaire comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis, en attendant, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Salut!